J'espère que vous m'entendiez tous. Donc, je recommence. Mon nom est Christian Rémiard. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre système EMS qui permet d'enseigner l'électromécanique aux étudiants et on va s'en servir pour faire quelques démonstrations pour montrer justement le type de compétences qu'on peut enseigner avec le système et qui sont justement requises pour les futurs électromécaniciens. Donc, on va présenter les différents types de machines rotatives, de machines tournantes, ainsi que les circuits CA à travers quelques petites démos. On va essayer de faire la présentation la plus vivante et active possible en faisant plusieurs démonstrations. Mais avant de commencer et pour laisser à tous ceux qui se sont inscrits le temps d'arriver et de se joindre à nous, on va d'abord vous présenter quelques petits sondages, quelques petites questions qui vont me permettre d'aligner la présentation en fonction de votre background, votre niveau de connaissance préalable des sujets dont nous allons traiter aujourd'hui. Fait avant de vous faire ce petit sondage, je vais en profiter pour vous dire aussi que je ne suis pas seul pour cette diffusion ce matin. Je suis accompagné de mes deux chers collègues, Gonzalo à la régie, on pourrait dire, copilote qui va s'occuper de faire les changements de caméra et de répondre à vos questions, ainsi que François-Xavier qui lui aussi est à l'autre bout du fil pour pouvoir aider avec les questions et les problèmes techniques qu'il pourrait y avoir. Donc, justement, bon, merci François-Xavier, Gonzalo. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, on va, pour s'assurer que tout fonctionne bien, justement, je vous demanderai en cours de présentation, si jamais vous avez des difficultés, vous rencontrez des difficultés techniques qui soient d'ordre de résolution, par exemple, que vous avez de la difficulté à bien voir ce qu'on affiche, faites-nous le savoir, soit par la boîte de questions ou par la boîte de chat, pour qu'on puisse essayer de corriger la situation. Dans les derniers jours, on a connu quelques problèmes techniques avec l'interface qu'on utilise pour vous rejoindre. Donc, on veut être certain que tout fonctionne aussi bien qu'on le voudrait. Donc, on va y aller avec un premier sondage. Gonzalo, s'il te plaît, si tu peux leur poser la première question. Alors, j'aimerais juste savoir si vous êtes des gens qui sont déjà familiers avec les technologies d'électromécanique, le fonctionnement des moteurs, les circuits CA, etc. Donc, pour, encore une fois, me permettre d'aller plus ou moins loin dans ma présentation. Il est possible que certains d'entre vous ne soyez pas capables de cliquer sur une réponse. Je m'en excuse. Encore une fois, il y a un petit problème technique là, avec GoToWebinar qui prévient malheureusement certaines personnes de répondre aux questions, mais la majorité d'entre vous devrait pouvoir le faire. Bon, toutes les réponses sont arrivées. Donc, un bon 80% des gens qui connaissent assez bien et 20% des personnes qui ne connaissent pas du tout. Parfait, excellent. Donc, on va y aller avec une deuxième petite question. J'aimerais savoir de quelle nature est votre intérêt finalement pour les sujets que nous allons présenter aujourd'hui, à savoir est-ce que ce sont des sujets que vous devez enseigner vous-même si vous êtes enseignant, et si oui, ça va me permettre encore une fois de creuser davantage dans la présentation. Ça n'arrête pas de se déconnecter. À toutes les minutes, il se déconnecte, il se reconnecte. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on a une réponse? Oui, on a nos réponses. Donc, on a 50% oui, 50% non. OK, parfait. Donc, on a à peu près la moitié d'entre vous. Est-ce que vous m'entendez? Je suis certain que je suis connecté. Non, je ne t'entends pas. Non, ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, non. Un,
1, 2. Ah, là, ça Ouais. fonctionne. Bon, alors excusez-moi, on a encore une fois des petits problèmes techniques. Là, c'est mon casque ce matin qui se déconnecte continuellement de l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a comme réponse à notre deuxième question, Gonzalo? OK, la deuxième question, on a Ah, 50% des gens qui 50%. sont votés et c'est 50-50. Ouais. Excellent. Donc, à peu près la moitié d'entre vous êtes des enseignants d'électrotechnique. Ça fait notre bonheur parce que, évidemment, vous allez voir que le but de cette présentation, c'est de vous montrer comment ces compétences-là, les compétences d'électromécanicien, peuvent être enseignées à l'aide du système qui est juste ici en arrière de moi. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec une présentation, une petite présentation PowerPoint pour rapidement vous donner notre background en tant que compagnie Festo Didactique. Et c'est beau, Gonzalo, on peut passer à la présentation, merci. Puis par la suite, on va plonger dans le vif du sujet qui est la présentation, les démonstrations avec le système. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Festo Didactique, c'est une longue histoire. Ça remonte à 1925 quand la compagnie Festo a été fondée en Allemagne, à Denkendorf, en banlieue de Stuttgart. D'abord, c'était pour fournir des machines pour travailler le bois par M. Stoll, qui est parti de cette compagnie-là en 1925. Par la suite, on a rajouté les nouvelles technologies de fluidique, la pneumatique, qui commençaient à s'imposer à cette époque-là. En 1965, Festo Industriel, qui avait des clients industriels, a décidé d'ouvrir une branche didactique pour vendre des équipements aux écoles pour former les futurs techniciens à l'utilisation de ces différentes technologies-là. Donc, 1965, c'est la fondation de Festo Didactique. En 2014, Festo Didactique a fusionné avec LabVol, qui est une compagnie américano-canadienne qui œuvrait aussi dans le domaine de la didactique technique, donc de l'enseignement des techniques avec des équipements de laboratoire. Donc, la fusion des deux a permis d'élargir énormément le portfolio de produits qui sont offerts. Et finalement, en 2020, c'est Festo Didactique qui est un des principaux fournisseurs de formation technique dans le domaine de l'automatisation et de l'industrie 4.0 sur la planète. Quels sont les domaines que nous couvrons avec nos différents systèmes didactiques? Bien, vous avez la liste ici, je n'en ferai pas la lecture complète. Mais vous allez voir qu'on touche à peu près à tous les domaines du génie, de l'automatisation, à la fluidique, en passant par la régulation de procédés, l'électronique, la réfrigération et communication radar, et évidemment l'énergie électrique dont nous allons traiter aujourd'hui. Et finalement, ce que vous voyez ici, c'est le bâtiment duquel nous diffusons ce matin. Donc, on est à l'intérieur, ou cet après-midi pour vous. Nous sommes à l'intérieur de ce bâtiment. En fait, vous voyez les fenêtres dans lesquelles nous nous trouvons, dans lequel nous nous trouvons. Donc, c'est situé à Québec, Canada. Et c'est ici aussi que les équipements didactiques qui font partie de la gamme de la série LabVolt sont fabriqués. Donc, c'est aussi l'usine de fabrication de ces différents produits. Les personnes que vous voyez à droite complètement, c'est l'équipe de formateurs. Donc, vous me reconnaissez peut-être pour m'avoir vu à la caméra, et ainsi que mes deux collègues dont je vous parlais, Gonzalo à gauche et François-Xavier au centre. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup plus grands que moi, et j'en suis bien triste. Et finalement, tout au centre, Monsieur Mathieu Plourde, qui est le gestionnaire de produits pour toute la gamme de technologies de l'énergie électrique. Donc, c'est lui qui est responsable de la gamme de produits et de son développement. Parfait. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, maintenant qu'on s'est présenté, on va d'abord regarder comment nous construisons des solutions d'apprentissage chez Festo Didactique, pour ensuite entamer la présentation comme telle sur les compétences pour les futurs électromécaniciens en regardant comment on peut étudier les circuits CA avec cet appareil-là, les machines CC, les moteurs asynchrones. Évidemment, j'avais un choix à faire parmi les nombreux sujets que j'aurais pu couvrir. Ce sont les 3 sujets que j'ai choisis, mais vous allez voir dans un instant qu'il y a beaucoup plus de matière que ça qui peut être couverte avec ce système, Alors, comment faisons-nous la conception de nos solutions d'apprentissage? Vous avez ici un petit diagramme qui l'indique.
Donc, pour être certain que nos systèmes vont toujours permettre d'atteindre les objectifs d'apprentissage que nous nous sommes fixés, bien, on commence toujours justement par la définition de ces objectifs-là. Donc, on va rencontrer des professeurs dans le domaine, des spécialistes de l'industrie, des experts qui travaillent chez nous, pour d'abord définir une liste d'objectifs à atteindre pour une compétence particulière qu'on veut enseigner. Ensuite de ça, on va demander à nos rédacteurs techniques d'écrire des exercices de laboratoire qui permettraient d'atteindre ces objectifs-là. Vous remarquerez qu'il n'y a pas encore aucun équipement, aucun système de disponible. Tout ça est encore purement théorique. Une fois qu'on a les exercices décrits, ça va nous permettre de définir les spécifications de l'équipement qui est requis pour accomplir ces exercices-là. Et par la suite, on va pouvoir développer nos stratégies de système d'apprentissage pour finalement construire le matériel. Et une fois que le matériel a été construit, on va pouvoir passer à la version finale des manuels. Donc, le rédacteur technique qui avait écrit d'abord les exercices va pouvoir vérifier qu'ils peuvent tous être accomplis avec le système qui a été créé et faire les derniers ajustements. Parfait. Alors, quelles sont les compétences pour futurs électromécaniciens? Alors, ce que je vous présente ici, c'est l'arbre de cours qui est construit sur le système que vous avez vu au départ en arrière de moi, notre système EMS. Donc, chacune des boîtes que vous voyez là, c'est un cours indépendant qui comprend une série d'exercices, les manuels qui présentent ces exercices-là et la théorie qui est couverte par ces exercices-là, et aussi les modules physiques requis pour accomplir les exercices de cet exercice-là. Donc, chacune des boîtes, comme je vous dis, est un cours. Dans le haut de l'arbre, on commence avec les sujets les plus fondamentaux. Donc, les circuits CC, les circuits CA, l'électronique de puissance CC et CA, l'énergie solaire, éolienne. Ensuite de ça, on arrive dans les circuits monophasés, triphasés. Après ça, on arrive dans les thyristors, les transformateurs à haute fréquence, la production d'énergie résidentielle. Et finalement, dans le bas complètement, vous allez voir qu'on touche aussi aux technologies avancées de Smart Grid avec le HVDC, SVC, STATCOM. Donc, c'est un système qui se veut complet, qui permet de couvrir tout ce qui touche à la production, à la distribution, à la transmission et à l'utilisation de l'énergie électrique. Donc, la portion que nous allons couvrir aujourd'hui, électromécanique, elle est en surbrillance, en bleu. Okay? Ce sont les cours que nous considérons qui font partie du sous-ensemble électromécanique. Donc, les circuits CC, les circuits CA monophasés et triphasés, les transformateurs monophasés et triphasés, les machines rotatives, machine tournante, aussi bien CC que CA, et finalement la correction de facteurs de puissance. Donc, parmi ces sujets-là, comme je vous ai dit, j'ai choisi trois petites démonstrations à vous faire. Donc, avant que nous rentrions comme tel dans la première démonstration, Gonzalo, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions. Est-ce que tous les matériaux qui accompagnent l'équipement est en français? C'est une excellente question. Donc, tous les modules. Excusez-moi, je suis obligé de prendre des petites pauses régulièrement parce que mon casque se déconnecte et puis se reconnecte à l'ordinateur. Donc, c'est pour ça, si vous avez un petit silence, là, c'est ce qui se produit. Donc, tous nos modules que vous voyez en arrière de moi sont tous disponibles en français. Donc, le libellé des modules, tout va être écrit en français. Il y a plusieurs des manuels parmi les 40 manuels que vous avez vus qui existent, là, les 40 cours qui existent, il y en a plusieurs qui existent déjà en français. Il y en a qui n'ont pas encore été traduits, mais en fait, c'est à la demande. Maintenant, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a à notre disposition pour traduire, ça nous permet de faire une traduction suffisamment rapide dès qu'on a une demande conséquente là, pour le faire. Donc, oui, tout ça peut être disponible en français quand ce sera demandé. Merci, Christian. Donc, ça a été la dernière question. Les autres questions, c'est moi qui m'en occupe. Merci. Parfait. Merci. Donc, on va y aller avec un premier sujet, les circuits CA. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la table des matières du manuel
qui traite de ce sujet-là, des circuits CA. Et vous pouvez voir que le manuel est divisé en plusieurs unités, ce qui est souvent le cas. Bon, en passant justement, vous voyez que ici, ma présentation est en anglais, ma table des matières est en anglais. C'est tout simplement parce que on fait souvent, la majorité du temps, nos présentations sont faites en anglais et c'est très difficile pour nous de maintenir à jour des présentations dans plusieurs langues. On fait des présentations en français, en espagnol aussi. Donc, en général, nos présentations demeurent en anglais, malgré que le matériel puisse exister en français. C'est juste pour simplifier notre gestion de nos versions de présentation. Donc, comme vous voyez, plusieurs unités, chaque unité comprenant plusieurs exercices. Donc ici, on voit en tout que juste sur les circuits CA, on vous propose 10 exercices différents qui sont complètement définis avec la théorie qu'ils comprennent aussi. Donc, on part de vraiment la base, l'onde sinusoïdale, l'angle de phase, le déphasage, la puissance instantanée versus la puissance moyenne, la réactance inductive capacitive, l'impédance, la puissance réactive, etc., etc. Ce que vous voyez maintenant, ce sont des extraits du manuel, quelques images que j'ai prises ici et là pour vous montrer le type de contenu qu'on va retrouver, de contenu théorique qu'on va retrouver dans ces manuels-là. Évidemment, tout ça est accompagné dans le manuel d'explications très claires et détaillées. Ici, dans ma présentation, je ne fais que vous montrer que les images là, qui sont les plus parlantes. Évidemment, c'est un très court extrait parce que ces manuels-là sont très volumineux. En passant, la présentation que je suis en train de vous montrer est disponible dans les documents à distribuer. Donc, si vous allez dans l'onglet documents à distribuer que vous allez trouver dans l'interface de GoToWebinar, sous la barre grise, si vous cliquez sur la petite flèche blanche qui est à gauche de cette barre-là, ça va ouvrir les documents que je mets à votre disposition. Donc, vous allez voir que le PowerPoint est là, ainsi que trois extraits, les trois extraits d'exercices que je vais faire avec vous ce matin. Donc, vous allez pouvoir suivre en même temps et ça va vous permettre d'évaluer justement le niveau de détail qu'on donne dans les protocoles de laboratoire qu'on fournit. Donc, ici, pour revenir à la présentation, vous voyez qu'on couvre justement qu'est-ce que c'est qu'un courant alternatif, en quoi ça correspond dans le mouvement des électrons à l'intérieur d'un circuit, l'angle de phase, le déphasage pour expliquer à l'étudiant à l'aide du cercle trigonométrique de quoi il est question, avec aussi une capture d'écran de notre oscilloscope qui permet de voir en réalité de vrais signaux, des vraies tensions sinusoïdales. Le concept d'impédance avec l'angle qu'il crée entre la puissance active et réactive. Et la puissance apparente et le triangle de puissance qui est utilisé pour la calculer et la comprendre. Donc, tout ça est présenté. Et en passant, le circuit que vous voyez là, c'est justement le circuit qu'on va mettre en œuvre maintenant dans la prochaine démo. Donc, on va construire ce circuit-là qui est composé d'une résistance, une inductance et un condensateur en parallèle. On va brancher les appareils de mesure aussi, les ampèremètres et voltmètres requis pour pouvoir prendre des mesures. Puis, on va afficher tout ça dans notre logiciel pour vous permettre de voir justement comment ça facilite la présentation de ces sujets-là. Et c'est ce que maintenant je vais faire. Donc, je vais laisser cette image-là en petit dans le coin de l'écran. Comme ça, ouais. Donc, je m'excuse, l'image va rester là en gros et en petit dans le coin de l'écran, vous allez pouvoir me voir faire ici, faire les branchements sur le système. Mais en fait, avant ça, Gonzalo, je crois qu'on va présenter rapidement les modules que j'ai ici dans la console pour que les gens comprennent bien de quoi il en retourne. Alors, premièrement, la console que vous voyez ici, c'est la console standard qu'on livre avec le système. Il y a plusieurs versions de cette console-là qui existent, mais celle-là, disons, c'est la plus commune. Donc, c'est une console qui comprend plusieurs baies qui permettent d'insérer plusieurs modules différents. Comme vous voyez ici, on a des modules pleine grandeur et des modules de demi-hauteur qui permettent d'insérer deux modules dans une même baie. Ce que vous voyez ici, c'est seulement un petit sous-ensemble de l'ensemble des modules qui sont disponibles dans ce système-là. Donc, j'ai mis ceux qui étaient utiles pour aujourd'hui, ce que votre technicien en général va toujours faire avant un laboratoire, juste insérer les modules requis pour l'expérience qui s'en vient.
Donc, on a une implémentation ici. On a un bloc d'alimentation qui nous fournit 2 sorties triphasées, une fixe, une variable. Même chose pour la sortie CC, 2 sorties CC, une fixe et une variable, une fixe et une variable. Évidemment, toutes les protections nécessaires avec les disjoncteurs qui vont sauter pour protéger l'équipement et l'étudiant. Donc, tout est compris pour la sécurité, évidemment. Ensuite de ça, on a différents moteurs que j'ai mis dans la console ici. Si tu peux nous donner une vue d'ensemble, s'il te plaît, Gonzalo. Donc, différents moteurs. Ici, notre moteur est génératrice synchrone, notre machine synchrone. Notre machine CC ici, en passant, ce que vous voyez ici, c'est une vieille version de ces moteurs-là. J'ai malheureusement pas réussi à trouver une version récente dans notre usine. Donc, mais ça va vous permettre de voir que ces moteurs-là existent depuis très longtemps. En fait, on fabrique ces moteurs-là depuis 60 ans et il y a plusieurs de nos clients qui ont des moteurs depuis une quarantaine d'années puis qui fonctionnent encore parfaitement. Donc, c'est vraiment des moteurs très, très durables. La version que vous voyez ici, c'est justement une version qui a à peu près une trentaine d'années et qu'on utilise encore régulièrement dans nos tests ici dans notre assurance qualité. Et finalement, dans le haut ici, vous allez voir notre moteur asynchrone, le moteur à cage d'écureuil que je vais utiliser dans un instant aussi pour vous faire une démonstration. Tout à côté du moteur asynchrone, on a le dynamomètre qui est utilisé justement pour entraîner les génératrices ou pour agir comme un frein pour le moteur auquel il est relié. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. On va l'utiliser pour freiner notre moteur, pour appliquer une charge mécanique à notre moteur et ça va nous permettre d'avancer comme ça. Et finalement, si on peut avoir une vue d'ensemble, s'il te plaît, Gonzalo, je n'irai pas plus en détail sur la présentation du module là, parce qu'on a quand même plusieurs choses à couvrir. Finalement, vous voyez qu'ici, en haut à droite, j'ai mis les modules de charge, donc charge résistive, charge inductive, charge capacitive. Vous voyez qu'ils comprennent tous le même format. On a 3 banques de 3 composantes, donc 3 banques pour pouvoir avoir des charges triphasées, évidemment, et 3 composantes par banque pour nous permettre d'aller chercher différentes valeurs en combinant les interrupteurs ici. Et finalement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tout au centre ici, on a notre module d'acquisition de données. Donc, le module d'acquisition de données comprend 4 entrées en tension, 4 entrées en courant et il va donc nous permettre de mesurer tension et courant dans notre circuit, numériser ces tensions et ces courants-là et les envoyer par connexion USB à l'ordinateur. Et là, on va se servir de notre logiciel LVDAC pour lire ces tensions et courants-là et calculer tout ce qui peut être affiché à partir de ces tensions et courants-là, donc déphasage, impédance, puissance active, réactive, apparente, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour étudier le comportement de votre circuit va être disponible à travers ce module d'acquisition de données-là. Le module sert aussi pour envoyer des signaux de commande à nos modules de transistors parce qu'on a aussi des cours en électronique de puissance comme vous avez pu le voir, mais malheureusement, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, on a couvert ça dans un webinaire précédent hier, l'électronique de puissance. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'électromécanique. On ne t'entend pas. Tu n'entends pas? Donc, on a une question qui vient d'arriver. Comment sont reliés mécaniquement les dynamomètres et les moteurs? Oh, quelle bonne question. Alors, en fait, je voulais vous le montrer un peu plus tard. En fait, si ça ne vous dérange pas, je vais vous le montrer parce qu'on va faire la démonstration tout à l'heure. À l'intérieur, derrière ici, les panneaux, on a une courbe d'entraînement qui relie les deux, mais je vais vous la montrer quand on va faire la démo du moteur. Donc, ici, je vais procéder au branchement pour ce circuit. Donc, s'il vous plaît, Gonzalo, si tu peux me redonner le circuit à l'écran. En fait, on va prendre ça ici avec ça, comme ça. Voilà. Donc, je vais faire les branchements avec les modules de résistance et d'inductance et de condensateur qui est ici, ainsi que avec le module de. Donc, on part, comme vous pouvez voir, d'une source de tension sinusoïdale, de source de tension CA à 100 volts.
Donc, j'ai le choix d'utiliser le bloc d'alimentation qui est ici ou notre dynamomètre qui fournit aussi une sortie de source de tension. Alors, comme je veux autant que possible suivre les instructions qui sont données dans l'extrait de manuel que je vous ai donné, donc si vous voulez d'ailleurs ouvrir l'extrait de manuel pour cet exercice-là, c'est celui qui s'intitule Circuit CA, tout simplement. Donc, vous allez voir que dans cet extrait, on suggère d'utiliser le dynamomètre comme source de tension. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je passe en mode source de tension et je vais me servir de ça pour alimenter mon circuit. Donc, je sors ici de ça. Je m'en vais à mon ampèremètre I1 ici. De là, je vais me rendre à l'ampèremètre I3. De l'ampèremètre I3, je vais me rendre à mes charges capacitives et inductives et capacitives qui sont ici. Donc, comme ça. D'ailleurs, celle-ci, je vais en mettre 2 banques en parallèle parce que je sais que je vais avoir besoin de ça dans un instant. Donc, j'arrive à mon inductance et je m'en vais aussi à mon condensateur. Et à la sortie de l'inductance et du condensateur, qui se rejoint ici, je vais retourner à ma source. Est-ce que mon fil va être assez long ici? Un peu court. Donc, je retourne au neutre de ma source comme ça ici. Ensuite, il me reste à brancher mon ampèremètre I2 qui se rend vers la résistance. Donc, de la sortie de I1, je m'en vais à I2. Et la sortie de I2 va se rendre à mon module de résistance ici, comme ça, qui elle aussi ici à la source par là. Finalement, tout ce qui nous manque, c'est E1. Donc, je vais brancher mon voltmètre entre la sortie de I1 et ma source, le neutre de ma source, ici. Et voilà, mes branchements sont faits. Tout ce qui me reste à faire, c'est de démarrer le tout. Donc, j'alimente ici mon dynamomètre. Au départ, quand il est en mode source d'alimentation, il n'est pas tout de suite en fonction tant que je n'ai pas pesé sur le bouton Start ici. Mon module d'acquisition de données ici a besoin d'être alimenté parce que, évidemment, c'est un module électronique. Donc, je dois l'alimenter avec une source 24 volts qu'on fournit ici sur le bloc d'alimentation. Oups! Je me rends compte que mon câble ça n'est pas branché. Tu peux-tu me brancher mon triphasé? Excusez-moi, il y avait tellement de branchements à faire ce matin. J'ai oublié celui-là. J'ai oublié d'alimenter ma console. Donc, un câble triphasé, tout simplement, que je viens brancher à l'arrière de mon bloc d'alimentation. Alors, vous voyez maintenant que mon module d'acquisition de données est alimenté car la petite lumière est allumée. Parfait. Je vais mettre mes valeurs d'inductance et de résistance à 0 pour commencer, c'est-à-dire infini. Et puis, je vais en fait les ajuster, excusez-moi, je les ai mis à l'infini, mais on va tout de suite les ajuster selon les valeurs qui apparaissent dans le circuit. Donc, je veux une résistance de 171 ohms. Alors, je peux vous dire que en combinant les 3 résistances ici en parallèle, c'est la valeur que ça me donne. Si vous avez besoin de savoir comment déterminer ça, on fournit un tableau à la fin de chacun de nos manuels qui indique quelle combinaison d'interrupteurs va donner la valeur demandée dans le circuit. Ensuite de ça, pour l'inductance, on demande 100 ohms qui est obtenu de la façon suivante. Et puis finalement, 300 ohms pour le condensateur, ça c'est facile. C'est écrit 300 ohms, il y en a un qui a une valeur exacte de 300 ohms. En passant, les valeurs que vous voyez ici, ce sont les valeurs pour les circuits nord-américains à 120 volts.
60 Hz. En Europe et en Afrique, vous avez évidemment le 240, 230, 220 et 50 Hz. Les valeurs de composantes sont adaptées en fonction de ça. Donc, parfait. Tout ce qui reste, c'est à alimenter le circuit et à prendre des mesures. Donc, maintenant, on va transférer à l'ordinateur. On va rester à l'ordinateur et je vais lancer notre logiciel LVDAC qui va nous permettre de communiquer avec ces modules-là. Pour pouvoir communiquer avec mes deux modules, il va falloir que je les branche à l'ordinateur. Donc, je vous ai dit que le module d'acquisition de données devait être relié à l'ordinateur, mais il y a aussi le module de dynamomètre qui peut être relié à l'ordinateur. Ce sont les deux seuls modules qui ont cette capacité et qui le requièrent dans le circuit, dans le système. Donc, je viens les brancher à mon ordi. Et maintenant, je vais pouvoir dire à mon logiciel que je veux fonctionner en mode branché, c'est-à-dire que je suis relié à mes équipements physiques, mais sachez que c'est aussi possible de rouler le logiciel en mode de démo pour voir les capacités, toutes les fonctionnalités qu'offre le logiciel. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ce logiciel-là est disponible gratuitement sur notre site Internet pour vous permettre d'explorer justement ses capacités. Et mon collègue Gonzalo va vous fournir l'adresse dans la barre de chat. C'est bien ça, Gonzalo? Il va vous fournir l'adresse qui va vous permettre d'aller télécharger ce logiciel-là pour que vous puissiez l'explorer. Alors, à ce moment-là, chez vous, vous pourrez le rouler en mode démo pour voir ce dont il est capable. Ici, je passe en mode branché. Attendez un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je le relance parce que quand je l'ai lancé, mes modules n'étaient pas encore branchés. Il ne les voit pas. Ah non, c'est parce que mon fil était mal branché ici. Excusez-moi. Voilà. Donc là, ici, il détecte les deux modules que j'ai reliés, le dynamomètre et l'acquisition de données. Vous pouvez sélectionner la tension et la fréquence de votre réseau, 120-60 pour chez nous. Et voilà, quand on lance le logiciel, il nous propose tous les différents outils qui sont à notre disposition, en commençant par les cadrans qui vont nous permettre, des multimètres qui vont nous permettre de mesurer une énorme quantité de choses. Donc, pour commencer, tout ce que j'ai comme branché comme cadran de branché présentement, c'est E1, I1, I2 et I3, si vous vous souvenez bien. C'est ça qu'on a branché. Donc, je peux me permettre tout de suite de mettre hors fonction les autres cadrans qui étaient déjà en fonction. Et puis, je vais être intéressé aussi d'afficher la puissance calculée à partir de la tension 1 et du courant 1, qui sont la tension et le courant fournis par la source. Voilà, donc je mets ça en fonction. Sachez que n'importe quel de ces cadrans-là peut être défini pour afficher ce que vous voulez. Donc, si je clique ici sur le bouton, j'ai accès à la liste des caractéristiques que je peux afficher dans le cadran. Donc, vous voyez puissance, courant, tension, efficacité, impédance, facteur de puissance, fréquence, énergie, torque, couple, vitesse, etc. Donc, pour l'instant, c'est tout ce dont j'ai besoin ici et je vais donc lancer mon circuit. Pour lancer mon circuit, je viens ici dans le menu dynamomètre qui va me permettre de contrôler à partir de l'ordinateur le fonctionnement de mon dynamomètre. Donc, je veux une source de tension CA à 60 Hz. Et je veux une tension selon l'exercice de 100 volts. Donc, je viens indiquer 100 volts ici. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de peser sur le bouton Start ici pour lancer l'alimentation. Alors, vous voyez que je mesure ici 92 volts à la sortie. Comment ça? Donc, j'ai un décalage aussi important. Je vais augmenter un petit peu ma consigne ici pour avoir un 100 volts exact. Bon, c'est un petit peu trop. Voilà.
Donc maintenant, j'ai mon 100 volts exact qui est demandé par l'exercice. Et vous voyez qu'on a un courant total de 0,933 ampères avec une puissance totale de 66 watts. Et on voit les I2 et I3. Donc I2 qui est le courant qui circule dans ma résistance et I3 qui est le courant qui circule dans mon combiné inductance condensateur. Donc pour bien voir la relation de phase entre ces différents courants et tensions, on va ouvrir notre oscilloscope. Alors, le oscilloscope présentement nous présente la tension E1 et le courant I1, qui est le courant total dans le circuit. Ça serait intéressant de voir la relation avec I2 et donc ici, je rajoute I2 et I3 à mon oscilloscope. Et vous voyez qu'effectivement, il n'y a aucun de ces courants-là, I1, I2 et I3, qui est en phase l'un avec l'autre. Donc, si j'éteins I1 momentanément, vous allez voir qu'on se rend compte que I2, qui est le courant dans la résistance, est en phase, évidemment, avec la tension de la source, alors que I3, qui est le courant combiné dans le condensateur et inductance, est déphasé, donc il est en retard par rapport à la tension. Pourquoi est-il en retard? L'impédance de mon inductance est supérieure à l'impédance de mon condensateur. Donc, on a une impédance inductive au total. Donc, on a un courant qui est déphasé, qui est retardé par rapport à la tension. Évidemment, on pourra pouvoir jouer avec ces caractéristiques-là, de sorte que si on vient changer les valeurs des condensateurs et inductances, par exemple, si je viens pour mes condensateurs, laissez-moi faire un petit... Non, je vais changer ici l'inductance. Je vais garder juste 300 ohms pour mon inductance ici. Alors, vous voyez que maintenant, l'inductance et le condensateur ont la même impédance parce que j'ai mis 300 ohms pour les deux. Oups, on peut revenir, s'il te plaît, Gonzalo, à l'écran de l'ordinateur. Donc, vous pouvez voir que maintenant, mon courant I3 est nul parce que, évidemment, il n'y a plus de courant fourni par la source à mes inductances et condensateurs, mais mon impédance réactive, parce qu'ils ont même valeur. Donc, ils échangent de la puissance l'un entre l'un et l'autre, mais sans nécessité de courant de la part de la source. Donc, évidemment, c'est très facile pour enseigner à l'étudiant ces notions-là, de leur permettre de jouer justement avec ces différentes valeurs et de voir l'impact sur le déphasage et sur la quantité de puissance active et réactive. Finalement, avant de changer de sujet, je vais vous afficher ici justement, disons, le facteur de puissance vu par la source, donc calculé avec la tension 1 et le courant 1, facteur de puissance. Voilà, donc on a présentement un facteur de puissance de 0,7. Et évidemment, si par exemple je mettais mes impédances réactives à 0 et ne gardais qu'une résistive, vous allez voir que le facteur de puissance devient unitaire, donc il n'y a plus aucune puissance réactive dans le circuit. C'est aussi possible d'afficher, justement, parlant de puissance réactive, c'est possible d'afficher dans chacun des cadrans les différents types de puissance. Donc, laissez-moi finir avec ça. Ici, je vais afficher les trois puissances calculées à partir de E1, I1. Une active en watts, l'autre réactive en var et finalement l'autre apparente en volt-ampère. Donc, vous pouvez voir ici, encore une fois, si je joue avec les valeurs ici en rajoutant une inductance, mon facteur de puissance, j'ai plus de facteur de puissance, mais on voit que je viens d'augmenter la puissance réactive et la puissance apparente a augmenté aussi. Si je rajoute mon condensateur ici, de même valeur, je ramène ma puissance réactive presque à 0, etc., etc. Donc, l'étudiant peut vraiment jouer avec ça et le but de l'exercice, c'est de lui faire des calculs justement de puissance apparente à partir de la puissance réactive et active qu'il calcule puis qu'il mesure dans le circuit. Est-ce qu'il y a des questions, Gonzalo? Ok, on a une question.
est-ce qu'il y a une façon de prendre les données de façon automatique dans le système? C'est encore une fois une très bonne question. Donc, oui, on va voir dans un instant. Je vais me servir d'un outil qui est notre table de données qu'on peut programmer pour prendre les mesures à intervalles. Qu'on peut programmer pour prendre des mesures à intervalles réguliers. Je vais d'ailleurs me servir de cette fonction-là dans un instant pour faire l'analyse du moteur asynchrone. On va voir qu'il y a d'autres différentes façons de programmer cette table de données-là qui va aller prendre de façon automatique les mesures. Merci. Autre question? Non, tout est beau. Parfait. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Donc, j'éteins ici mon bloc d'alimentation. Je débranche le tout et on va parler maintenant de moteur CC. En fait, je vais peut-être devoir sauter la présentation du moteur CC. Je vais vous le présenter physiquement, mais on ne le branchera pas parce qu'on va manquer de temps. Je vais juste vous présenter la dernière démo que je vais faire, c'est avec le moteur asynchrone qui est déjà relié mécaniquement. Mais là, je vais me servir de mon moteur CC ici pour vous montrer comment on fabrique les moteurs chez Festo. Voilà. OK. Donc, ma console ici, vous allez voir que c'est possible de tirer une qui est bien utile pour pouvoir mettre l'ordinateur, par exemple, de l'étudiant, le laptop de l'étudiant, ou, comme je vais le faire maintenant, prendre un de nos moteurs et le déposer. Donc, je veux vous montrer ça parce que vous allez voir que juste les moteurs, de la façon qu'ils sont fabriqués, ils ont une grande valeur éducative, pédagogique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est notre moteur CC. En passant, tous nos moteurs, ce sont des moteurs de 200 watts. Donc, vous allez peut-être trouver qu'ils sont volumineux pour 200. Vous allez peut-être trouver qu'ils sont volumineux pour des moteurs de 200 watts, mais c'est voulu. Ces moteurs-là sont fabriqués chez nous par nos employés. On les fait volumineux pour qu'ils puissent dissiper amplement de chaleur pour être certain que les étudiants ne surchaufferont pas les moteurs. Donc, si c'était un moteur industriel de 200 watts, il serait 2 fois plus petit, mais il brûlerait aussi 4 fois plus vite s'il était soumis aux surcharges que l'étudiant va les soumettre. Donc, on a conçu nos moteurs qui soient très durables, qui puissent dissiper suffisamment de chaleur et aussi en les fabriquant plus gros, en faisant nos bobinages plus lâches, ça permet de reproduire les caractéristiques d'un moteur beaucoup plus gros. Donc, c'est un moteur de 200 watts, mais il se comporte en fait plus comme un moteur de 1000 watts. Donc, vous sauvez sur l'économie, en faisant de l'économie sur l'électricité pour alimenter le moteur, tout en ayant des caractéristiques d'un moteur beaucoup plus volumineux. Vous allez remarquer aussi que nos moteurs sont construits avec un boîtier ouvert. Donc, tous les moteurs sont faits de cette façon-là. Ici, je pourrais vous montrer le moteur synchrone qui est juste à côté. Vous allez voir qu'ils sont faits de la même façon. Donc, évidemment, ça, c'est pour la valeur éducative, pour permettre aux étudiants de voir comment les moteurs sont construits. Donc, on peut voir ici sur notre moteur CC. On peut voir sur notre moteur CC les enroulements du rotor, les enroulements du stator, alors les différents pôles qui sont créés ici sur le stator, et aussi à l'avant. On va pouvoir voir le commutateur très facilement avec la brosse qui est montée au-dessus du commutateur. Je ne sais pas si vous réussissez à la voir. Donc, l'étudiant peut vraiment étudier la structure interne d'un moteur pour bien comprendre les différences d'un moteur à l'autre. Et finalement, les connexions. Merci. Donc, on voit bien ici, effectivement, le commutateur, la brosse qui est cachée juste ici en arrière. En passant, c'est une composante qui normalement n'est pas là. C'est notre module. Comme je vous disais, c'est un module qu'on utilise dans nos ateliers pour faire des tests, etc. Puis il y a eu des modifications qui ont été faites. Là, je suis désolé, je n'avais pas vu ça avant de prendre ce moteur-là. Donc, voilà. Et puis, finalement, ben, les contacts sont très bien identifiés sur la façade de chacun des moteurs. Donc ici, on a notre champ parallèle, notre champ série, parce qu'on construit nos moteurs pour qu'ils puissent être à la fois série et parallèle, shunt et série.
ce qui vous simplifie la vie en tant qu'enseignant. Vous pouvez démontrer avec un seul moteur le comportement de ces différents types de machines, ainsi que la machine Compound composite qui comprend à la fois le champ et la série. Le rhéostat ici pour contrôler l'intensité du courant de champ et puis ici, évidemment, nos connexions pour le stateur, l'armature. Donc voilà pour ce qui est du moteur CC. Je vais passer maintenant au moteur asynchrone. Et je vais en profiter pour répondre à la question qu'on a eue un peu plus tôt sur de quelle façon les moteurs sont reliés à notre dynamomètre. Donc, je pense qu'avec le zoom, vous allez pouvoir très bien voir ici. Donc, à gauche ici, j'ai mon dynamomètre qui est tout simplement un moteur CC contrôlé par ordinateur. Donc, on le contrôle par ordinateur avec des boucles de rétroaction, etc., en vitesse, en couple. Pour maintenir une vitesse constante ou un couple constant. Donc, on va voir toutes les possibilités qu'on a pour contrôler ce dynamomètre. On a nos pinch rollers, donc nos tensionneurs ici pour la courroie et tout simplement une courroie de synchronisation comme on en retrouve dans les moteurs d'automobile qui viennent relier les deux unités. Et ici, vous voyez le moteur à cage d'écureuil. Je ne sais pas, vous ne le voyez pas très bien de cet angle-là, mais évidemment, on a seulement les bobinages pour le stator, rien au rotor. C'est la cage d'écureuil qu'on peut très bien voir aussi quand on est sous le bon angle. Donc, voilà. Vous voyez que tous les moteurs peuvent être ouverts de cette façon-là pour permettre aux étudiants de bien voir la structure interne et aussi être fermés pour assurer la sécurité des étudiants quand les moteurs sont en fonction. On ne veut pas que le boîtier soit ouvert, évidemment. Et on vous fournit aussi à cet effet, si vous avez des étudiants un petit peu plus dissipés qui auraient tendance à vouloir se mettre les mains dans un moteur en mouvement, vous pouvez venir installer sur votre station des barres de verrouillage, comme ça ici, qui permettent de verrouiller les modules en place. Là, je ne l'ai pas bien inséré. Comme ça, vous mettez un cadenas et à partir de là, l'étudiant ne peut plus ouvrir les façades ou changer les modules de place. Donc, on a vraiment pensé, et on a essayé de penser à tout pour assurer la sécurité des étudiants en laboratoire. Donc, allons-y maintenant avec cette dernière démo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier les caractéristiques opérationnelles du moteur asynchrone. Donc, on va faire tracer la courbe de couple-vitesse d'un moteur asynchrone. Et pour ce faire, on va justement utiliser les fonctions de collecte de données automatiques que le logiciel permet de faire. Donc, je vais vous demander maintenant je vais retourner à mon PowerPoint ici. Excusez-moi, je vais être obligé de fermer ça ici. Bon, donc machine CC, on vient d'en parler. En passant, vous voyez les exercices qui sont proposés dans notre cours portant sur les machines CC. Donc, justement, on étudie toutes les différentes configurations du moteur, soit en série, soit en parallèle, soit en compound. Puis, à la fin, on se rend dans les sujets plus avancés, la réaction d'armature, l'effet de saturation et le moteur universel. Donc, les images tirées encore une fois du manuel, je vous les laisse regarder à votre guise puisque vous avez le PowerPoint entre vos mains. D'ailleurs, encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez télécharger ces documents, ce serait important que vous le fassiez avant la fin du webinaire. Donc, comme vous pouvez voir ici, on traite vraiment de bien des sujets dans ce cours. Finalement, moteur asynchrone. Donc, encore une fois, toute une série d'exercices sur les machines tournantes triphasées, en fait. Donc, ce même manuel présente et les machines asynchrones et les machines synchrones. Donc, on commence dans l'unité 2 avec le moteur à cage d'écureuil en mode moteur et en mode générateur. Puis, on arrive dans les machines synchrones, encore une fois en mode moteur et en mode génératrice. Et finalement, on finit avec un exercice sur la synchronisation d'une génératrice avec le réseau.
aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est l'exercice 2.1 qui est le moteur à induction à cage d'écureuil et l'étude de ses caractéristiques opérationnelles. Donc ici, on présente les notions d'induction. Qu'est-ce qui arrive si on ferme notre échelle en rond comme ça, le champ magnétique tournant, comment ça entraîne la cage d'écureuil à l'intérieur, comment calculer la vitesse synchrone en fonction du nombre de pôles du moteur et de la fréquence du réseau. Et finalement, la notion de motor slip, de vitesse de glissement. La fameuse courbe qu'on veut maintenant tracer ensemble, donc qui va nous permettre de voir la relation couple-vitesse dans le moteur asynchrone avec le couple de breakdown, le couple de, je m'excuse, les termes me viennent souvent juste en anglais, le couple au moment où le couple maximal finalement qu'on peut atteindre avec la machine. La machine qui peut être utilisée en mode générateur aussi, on présente les moteurs synchrones, etc. Donc, rapidement, c'est les sujets qui sont couverts dans ce manuel. Donc, maintenant, on va passer à l'exercice que je vous ai fourni qui s'appelle exercice 2.1, the three-phase squirrel cage induction motor. Donc, on doit reproduire tout simplement le circuit qui est ici. C'est ce que je vais faire à l'instant. Ça va être très rapide. Donc, voilà, comme ça. Donc, 2 voltmètres, 2 ampèremètres et la machine à induction qui est elle-même reliée à notre prime mover brake, c'est-à-dire notre dynamomètre qui va servir de frein pour le moteur. Le tout est relié à notre source de tension CA triphasée à sortie fixe, 120 volts. Donc, je commence avec ça. Sortie 120 volts dans notre cas. Encore une fois, évidemment, ces modules-là existent en 220-230 volts pour vos pays. Donc, sortie triphasée. Je vais brancher mon moteur ici en étoile ou en étoile ou Y, dépendant de la région du monde où vous êtes. On pourrait, comme vous voyez, puisqu'on fournit les 6 points de branchement, on pourrait tout aussi bien le brancher en delta, en triangle. Voilà. Et puis, j'aurais dû, oui, insérer mes 2 ampèremètres, donc I1 et I2 entre les deux. Donc, ma phase 1 va d'abord passer. Ma phase 1 va passer par I1. Et ma phase 3 va passer par I2. Comme ça. Et je vais brancher aussi les voltmètres E1 et E2 entre la ligne 1 et 2. Donc, E1 va être branché entre phase 1 et 2. Et E2 va être branché entre phase 3 et 2. Alors, on utilise la méthode des 2 wattmètres ici pour mesurer la puissance totale fournie par la source. Voilà, les branchements sont faits. Alors maintenant, on va aller dans notre logiciel LVDAC que j'ai dû éteindre. Donc, je le relance immédiatement. Attention. Attention. Donc, je vais encore une fois ouvrir mes cadrans qui vont afficher E1, E2, I1 et I2. Et je vais configurer ici ce cadran-là pour afficher la puissance calculée à partir de la méthode des 2 wattmètres PQS1 et plus PQS2. Voilà que je vais mettre ici en fonction. Et je vais ouvrir ma table qui permet, le tableau qui permet d'enregistrer les données. Donc, quand on l'ouvre, on doit le configurer pour indiquer ce qu'on veut enregistrer. Donc, on vient ici dans les configurations.
On peut enregistrer tout ce qui est déjà affiché. Donc, on peut faire tout ça. Puis, je suis aussi intéressé, oups, excusez-moi, pas encore, j'ai oublié d'ouvrir une fenêtre avant. Je dois ouvrir la fenêtre de mon dynamomètre ici, qui va servir de frein. Et on parlait d'acquisition de données automatique. Donc ici, on a une fonction qui s'appelle Speed Sweep, c'est-à-dire que notre dynamomètre va partir d'une vitesse initiale, se rendre à une vitesse finale en faisant des arrêts à différents endroits pour enregistrer les données. Alors, c'est exactement ce qu'on veut ici. On va partir avec une vitesse initiale de 1800 RPM, qui est la vitesse synchrone de cette machine-là. Ça serait 1500 RPM chez vous sur le réseau 50 Hz. On va l'amener jusqu'à un rotor verrouillé, donc 0 RPM. On va faire 25 arrêts. On va arrêter 5 secondes à chaque arrêt pour prendre une mesure. Et en fait, là, étant donné qu'on est un petit peu pressé, je vais mettre 20 étapes ici. 5 secondes, on enregistre les données dans la table, oui, parfait. Et tout ce qui reste à faire ici, c'est de configurer ma table, comme je vous disais. Donc maintenant, je peux enregistrer la vitesse et le couple et la puissance tant qu'à être mécanique, ainsi que on a vu les tensions et les courants ici. Parfait, donc vous voyez que maintenant ma table est configurée pour enregistrer tout ça et elle va être prête à enregistrer ça. Donc pour répondre à la question qui demandait est-ce qu'on peut enregistrer de façon automatique, donc vous voyez oui ici, on peut configurer une minuterie pour lui demander d'enregistrer par exemple à toutes les 0,1 secondes ou à toutes les secondes, prendre des mesures qui vont s'enregistrer automatiquement dans la table. Mais puisqu'ici j'utilise la fonction Speed Sweep, c'est elle qui va se charger d'enregistrer dans le tableau de données. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de lancer le moteur en le mettant sous tension. Alors maintenant, le moteur est sous tension. Vous pouvez voir ici sa vitesse de rotation, 1770 RPM. Et maintenant, je vais démarrer la fonction de Speed Sweep. Alors tout d'abord, le moteur va accélérer jusqu'à 1800 RPM parce que c'est la vitesse que j'ai donnée, la vitesse de départ que j'ai donnée à ma fonction. Et après ça, il va se mettre à décélérer par bond. Voilà, alors la première donnée a été enregistrée dans la table, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez les données qui s'enregistrent automatiquement. Donc, on va voir, c'est là-dessus qu'on va terminer, qu'une fois que cette fonction est terminée, on va pouvoir tracer un graphe de ces différentes données. Est-ce qu'on a une question jusqu'à maintenant, Gonzalo? Gonzalo? Seulement Je te demande. des questions générales. Parfait. Seulement des questions générales maintenant. Tu peux continuer. Donc, pour ceux d'entre vous qui pourraient être inquiets de faire forcer un moteur de cette façon-là, donc on est rendu maintenant, vous voyez, à la moitié de sa vitesse synchrone. On commence à entendre ici le moteur qui gronde quand même un peu. Évidemment, n'essayez pas de faire ça avec un moteur industriel que vous auriez dans votre laboratoire, vous allez le brûler. Mais nous, nos moteurs sont conçus justement pour des objectifs pédagogiques et on s'assure qu'ils sont capables de soutenir ces abus, justement. Et on sait que les étudiants vont se faire un malin plaisir à les soumettre à des tortures. Et c'est pour ça qu'on les conçoit justement à toute épreuve. Donc, on est presque rendu à rotor verrouillé. Voilà. La dernière donnée a été prise. Je peux éteindre le bloc d'alimentation. Et très rapidement, je vous montre maintenant ce qu'on peut faire avec ces données. Donc, j'ouvre l'outil graphique ici. Est-ce que tu as fourni le lien vers LVCIM EMS, Gonzalo? Oui. Oui. Je vais fournir le site et les... On t'entend pas. Et oui, je vais fournir les deux liens pour les simulateurs LVSIM EMS et pour LVDAC EMS, que c'est le logiciel que Christian vient de nous montrer.
Donc, vous voyez, je fais tracer la courbe de couple vitesse qu'on a obtenue avec ce moteur-là et vous voyez qu'on a exactement ce que la théorie nous permet de prévoir. Donc, avec le couple maximal qu'on atteint autour de 1000 RPM et après ça qui décroît jusqu'au couple de rotor verrouillé. Donc, très rapidement, c'est une présentation des capacités de ce système-là et comment ça peut vous permettre de couvrir ces différents sujets-là avec vos étudiants. J'espère que la présentation vous a été utile. D'ailleurs, je demanderai à Gonzalo, s'il vous plaît, de présenter le dernier sondage par lequel on va évaluer justement si vous avez trouvé ce webinaire utile. Donc, ça nous permet de vérifier si les actions qu'on fait sont utiles pour nos clients. Donc, je vous remercie de répondre à cette question. Et aussi, j'attire votre attention sur le fait que tous les exercices que nous avons faits aujourd'hui sont aussi possibles. Vous pouvez aussi les réaliser à l'aide de notre simulateur LV-Sim EMS, qui est la version virtuelle de cet équipement-là. Donc, si vous allez à l'adresse que Gonzalo vous a fournie, vous allez tout de suite reconnaître l'interface. Vous allez pouvoir prendre les modules dans la barre de gauche et les faire glisser dans la console virtuelle pour ensuite les brancher et faire des mesures. Évidemment, pour pouvoir faire des mesures, ça prend un code d'activation qu'on peut vous fournir là, à la demande. Vous pouvez avoir une très, très populaire. Donc, encore une fois, sachez que les exercices qu'on utilise Je pense que tu dois répéter ta dernière phrase en intégré. Vous n'avez rien entendu de ma dernière phrase? La dernière 30 secondes. OK, excusez-moi, on vient de me dire que vous n'avez pas entendu ma dernière phrase. Il y a vraiment des problèmes techniques ce matin. Donc, je vous disais que allez visiter l'adresse de notre simulateur LVSIM qui va vous permettre de réaliser, qui vous permettrait, si vous aviez une licence, de réaliser tous les exercices qu'on a fait ce matin et bien d'autres. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Et évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à nos autres webinaires qui s'en viennent. Donc, à chaque semaine, on a des nouveaux sujets et ça nous fait plaisir de vous y retrouver à chaque semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit lors d'une prochaine présentation. Merci. Au revoir. Et merci à Gonzalo et FX. Merci. Merci. Bye bye.